Un mot sur les maisons closes, parce que c'est genre... Alors ça, C'était Sans bon temps. transition, encore une fois. Oui. Après la Chambre des députés, là, Oui, Non, c'est mais Charlotte, votre avis m'intéresse. Jean-Philippe Tanguy souhaite rouvrir les maisons closes. Alors les arguments, c'est toujours la même chose, c'est sécuriser. C'est la protection, oui. Voilà. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça empêcherait les travailleuses du sexe d'être dans le bois de Boulogne et cette misère sexuelle et cet esclavage sexuel. Je ne suis pas sûr que ça... Et là, le problème, c'est que la plupart, en tout cas, des réseaux de traite d'êtres humains, littéralement, que sont les réseaux de prostitution, font venir beaucoup de femmes de l'étranger qui sont sans papier, qui passent absolument sous les radars, et qui ne se retrouveront pas dans les maisons closes. Donc ça ne protège pas. Je vous interromps parce que j'ai l'impression qu'il y a un collectif qui est en train d'entrer dans notre émission. J'espère qu'il ne va pas intervenir. Non, ce sont des gens qui me paraissent bienveillants et gentils. Mais je vois des gens arriver dans le studio, donc maintenant j'ai un petit peu... Et je vois que Donna Vidal-Revel, le directeur d'Europe 1, est là. Donc tout se passe bien. N'ayons pas peur, vous pouvez continuer. Il n'y aura pas d'intrusion du studio. Non, mais voilà, je comprends la Charlotte Dornelas. protection, je la comprends très bien. Simplement, j'ai peur que ça passe à côté de la réalité de ce qui est devenu la prostitution dans une très large mesure. Vous parlez du bois de Boulogne, bon, c'est le cauchemar absolu, hein, honnêtement, tous les réseaux qu'il y a, mais ce sont des réseaux principalement étrangers, avec des personnes qui passent absolument sous les radars et qui ne se retrouveront pas dans ces maisons closes, qui ne seront pas protégées par le concept. Je suis résolument pour, pas parce que je considère que... Vous êtes pourquoi ? Pour la réouverture des maisons closes. Ah bon ? Absolument. Pas du tout parce que je considère que la maison Tellier de Maupassant, ça m'a toujours fait rêver comme nouvelle. Pas du tout pour ça. C'est parce que je considère que l'apprentissage de la sexualité, avant, se faisait via les maisons closes et se faisait moins par Internet. Voilà. Et qu'aujourd'hui, parce que via Internet, il y a un certain nombre de pratiques qui sont tout de suite, l'adolescent qui regarde les vidéos sur Internet se fait une idée de la sexualité. Où est-ce que vous avez pris cette idée incroyable que la sexualité s'apprenait dans les maisons closes? Ah bah oui, très bien. Excusez-moi, Vincent, c'est vrai, pardonnez-moi. Depuis Saint-Louis, mais moi, attendez, pardonnez-moi. Alors, pas dans votre famille, d'accord. Enfin, vous avez appris, vous, la sexualité dans les maisons closes, Vincent Hervouet? Non, mais et Olivier de Lagarde, et Jacques Seul. Lagarde, j'en sais rien. Mais non, mais où est-ce que... Mais enfin, mais où est-ce que vous êtes, mais d'où est-ce que vous sortez des trucs pareils? Ah bah de la réalité. C'est que les hommes au 19e siècle. Bah oui, il y en a plein des romans du 19e siècle. Mais c'était pas tout le monde. Avant les années 60, ils arrivaient vierges au mariage pour la plupart. Mais comme me le disait assez justement mon voisin, ça concernait plus la bourgeoisie. Bien sûr. Vincent, vous parlez tous en même temps. Je ne sais pas ce que vous avez ce matin. Je vais finir par faire l'émission tout seul. Vincent Hervouet. Vincent Hervouet. Bon, terminé. Et le pire, c'est qu'il y aura des gens à regarder. Non. Vincent Hervouet. Oui, c'est moi. Bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous disiez sur la sexualité? Vous validez? Non, je disais que ce n'est pas au 20e, c'est pas au 19e siècle que les maisons closes servaient à initier des promotions entières qui faisaient leur service militaire ou pas d'ailleurs, mais c'était effectivement des voies de l'apprentissage de la vie sexuelle. Mais oui, évidemment, parce qu'on ne fricotait pas avec ses contemporaines. Les pères emmenaient leurs fils. Voilà. Les pères emmenaient les fils. Ah oui, les pères emmenaient leurs fils. C'est un classique. Oui, ils s'y retrouvaient, mais ça c'est du roman. Il a un goût du romanesque, mon voisin, qui est terrible. Je voudrais... Alors on a retrouvé une petite archive des maisons closes avec Marine Lançon ce matin. Et alors, je crois que c'est Alphonse Boudard qui en parle. Je ne suis pas sûr que ce soit Alphonse Boudard. Qui égrène un livre rose de ces années-là. Et le Chabanais, le One-Toutou, le Sphinx. Ah oui. Ça appartient à la mythologie un peu française. C'est les films de Jean Gabin. Avec Jean Gabin en tout cas et Bernard Blier. Écoutez cette petite séquence. C'est un bordel. Exactement. Écoutez cette petite séquence. Alphonse, qu'est-ce que tu tiens entre les mains? Eh bien, le petit livre rose, c'est-à-dire que c'était le guide. Le guide rose, c'était l'espèce de Gaumillot des bordels. Alors, guide rose, annuaire indicateur des maisons et salons de société, maisons de massage et de rendez-vous de Paris, province et colonies, 1934. Alors là, d'abord, il y a évidemment des publicités de toutes sortes pour
les préservatifs, la lingerie spécialisée. Il y a même un peu de publicité pour les pêcheurs, ce qui prouve que les tauliers sûrement se livraient à ce genre de distraction. Pour le champagne, les vins. Et puis alors là, on trouve par exemple un lit. Patron, soyez moderne, adoptez le costaud spécial pour maison de société. Et c'est un lit. Il fallait bien évidemment des lits avec des ressorts sérieux et tout pour les étreintes là, des maisons. Et puis alors après alors c'est la liste de toutes les maisons, d'abord de Paris, puis de province, puis des colonies, avec le nom des dames et l'adresse. Alors il y a Madame Paquita, Madame Mimi, Madame Juliette, Madame Georgette, Madame Rachel, Madame Eliane, Madame Alice, enfin voilà, toutes ces dames qui avaient leur maison. Et les maisons ont, il y a le nom de la taulière, puis ensuite la maison s'appelait le Fragonard, le Sphinx, on voit là, et puis après on va en province. Bon, écoutez, on verra si c'est une initiative qui est poursuivie. Je vous le disais tout à l'heure, Maillard Monchipour est avec nous. Merci d'être avec nous parce que vous vivez un moment qui est difficile. Je le disais, vous êtes défenseur iranien de la laïcité et vous vous êtes mis en danger de mort depuis que vous êtes venu sur notre plateau. Vous êtes ciblé comme un apostat, qualifié d'islamophobe, l'apostasie étant, rappelons-le, un crime châtié par la peine de mort dans l'islam. Quelle est aujourd'hui votre vie, Maillard ? Monsieur Pro, madame, messieurs, je suis diffamé, je suis menacé, j'ai peur pour ma vie. Tout va bien, hein. J'ai peur de rien en fait, mais j'aimerais voir ma fille grandir. On se rappelle du professeur Paty, il y en a eu d'autres, hein, et on retient professeur Paty, quelqu'un qui l'a décapité et qui a reçu des honneurs nationaux dans son pays d'origine, dans la République de Tchétchénie. On en est là. Hein. Aujourd'hui, quelques personnes, alors quand je suis passé, donc grâce à votre média et l'ensemble des autres médias qui m'a permis de porter une voix et soit de réveiller des gens, soit de porter la parole d'autres concitoyens, j'ai été largement, mais alors il faut quand même voir le verre à moitié plein, j'ai été largement soutenu par beaucoup de concitoyens qui m'ont félicité, soit qui m'ont dit « tu portes notre voix, vous avez porté notre voix, monsieur Monchipour », ou qui m'ont dit « on a appris des choses qu'on ne connaissait pas ». Vous savez, ceux qui sont vraiment dangereux, qui veulent ma peau, ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux. C'est pas ça le plus dangereux. J'ai reçu de la part d'un ami d'origine marocaine, j'ai reçu un signalement très précis d'une mosquée marocaine qui a demandé, alors pas aux Marocains de France, mais ceux de Belgique et des Pays-Bas, de me faire la peau. C'est très clair. Donc il n'y a aucune preuve, c'est très clair. Je m'en contrefiche. Quand je suis en région parisienne dans le métro, je fais vraiment attention parce qu'il suffit que quelqu'un dise « ah bah tiens, c'est celui qui a insulté le prophète » ou quelque chose comme ça. Par contre, vivre au jour le jour des insultes, de la diffamation, on m'a un Poitevin, je ne veux même pas le nommer parce qu'il ne le mérite pas. Bon, il vous accuse de violence envers les femmes et de viol ? Viol, publiquement, viol, et j'ai les preuves. Enfin, il dit... un entrepreneur de Châtellerault, on ne va pas le nommer. Mais... Oui, je ne veux pas le nommer parce qu'il ne le mérite pas. Hier, monsieur, alors j'ai encore discuté avec il y a un ancien boxeur également ? Non, rien du tout. Ah oui. De Lyon ? Oui, un peu de partout, voilà, oui. J'ai mon avocat qui a écrit 2 fois à la procureure de Poitiers pour se saisir de l'affaire. J'ai été enfin entendu hier. Et donc ça va se poursuivre. Les 3 personnes incriminées, il y en a plein, mais les 3 personnes incriminées vont être entendues. Vous avez porté plainte, évidemment. Bien sûr, 4 plaintes avec des compléments de plainte. Vous savez, il y a un peu plus d'un mois, Inès a été massacrée à Poitiers. Malgré un téléphone grande urgence, malgré 7 plaintes contre son ex-compagnon, a été massacrée. En plus, son ex-compagnon, cette personne, on ne le savait pas, il l'a massacrée à 17h15. Je l'ai croisé à 20h40. On a les vidéos, on est allé voir la police. C'est terrible. Mais la procureure de Poitiers maintenant s'est saisie de l'affaire, mais ça a pris du temps. 4 plaintes et des compléments de plainte.
Je me sens en danger, je vous redis. Et vous avez voulu médiatiser cela, et c'est pour ça vous nous avez alertés, puisque vous étiez à l'origine de cela lorsque vous étiez venu au printemps. Donc, bien sûr, naturellement, vous êtes venu témoigner de cette difficulté. On a une journée particulière aujourd'hui. C'est la laïcité. Voilà, c'est la journée anniversaire de la loi de 1905. Ce soir, je reçois un prix par le comité Laïcité République à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville, remis par M. Blanquer. On reconnaît l'implication de certaines personnes. Par exemple, maître Frédéric Thiriez, qui est à l'origine, c'est l'un des 2 avocats qui a permis que la Fédération française de football et la Ligue du droit international des femmes gagnent contre les hijabeuses, pour que le hijab ne soit pas autorisé dans le sport. Bon, écoutez, on voulait vous donner la parole et puis vous apporter notre soutien à la justice maintenant de faire son travail. De mort. Alors c'est vrai qu'on vit dans une période, une séquence qui est assez particulière. Il y a eu un sondage d'ailleurs que je voulais vous montrer très vite, un sondage qui confirme les tendances qui ont été dites régulièrement, c'est-à-dire que c'est toujours M. Bardella. Le potentiel électoral des différentes personnalités publiques françaises sur les prochaines élections avait lieu dimanche. On est quand même à 44%. Le potentiel électoral, 44% des sondés voteraient pour le président du RN, 43% pour Marine Le Pen, 30% des sondés voteraient pour Marine Maréchal. Je trouve ça d'ailleurs assez étonnant pour tout vous dire. C'est pourriez-vous voter? Oui, c'est pourriez. Voilà, c'est une enquête un petit peu, différente des autres. Oui. L'élection avait lieu dimanche prochain. Oui, voilà, et c'est le cas vraiment. Voilà. Donc on peut répondre. Pourriez-vous voter? Et on a plusieurs réponses possibles en fait. C'est pas un choix de. Vous avez raison. C'est pour ça que le score de Marion Maréchal est quand même tout à fait étonnant. Ah oui. Bon, mais je voulais, quand je parle de séquences particulières, je parle souvent de la bataille culturelle. On en a parlé hier soir. Je vais vous faire écouter ce qui s'est passé avec Nathalie Saint-Cric hier, qui dans un échange avec M. Corbière a été mise en difficulté. Et puis aujourd'hui, Nathalie Saint-Cric, qui est une journaliste remarquable, et là aussi, il faut la défendre. Bien évidemment, elle est du service public, mais il faut la défendre, parce qu'elle n'a fait que son métier, et elle est mise en accusation. Et à l'intérieur de France Télévisions, il y a eu une pétition pour qu'elle démissionne ou qu'elle parte. Donc, on voit bien le climat aujourd'hui, quand on parle de label, de parole, de ministère de la vérité, toutes ces choses-là ont parfois un point commun. Mais voyez cet échange avec l'Arcom qui est donc saisi après les propos de Nathalie Saint-Cric. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je ne parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas... Écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord, ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des... Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Bon, alors, c'est très intéressant la réponse de M. Corbière. Il y a eu une pluie contre Mme Saint-Cric, Jean-Luc Mélenchon, le recteur de la Grande Mosquée, Antoine Léaumont, etc., etc. Bon, elle s'appuie sur quoi, Nathalie Saint-Cric? Sur une étude de Fondapol intitulée « France, les Juifs vus par les musulmans entre stéréotypes et méconnaissances ». C'est réalisé par Dominique Schnapper, Yanis Roder, Mehdi Guirgat et Simone Rodan-Benzakenmaï en mai 2017. Donc, ce n'est pas nouveau. Et je lis ce qui est écrit. En France, la résurgence de l'antisémitisme est une évidence. Pourtant, un trop grand nombre de personnes continuent de ne pas voir cette réalité. Certains la contestent ou veulent minimiser l'ampleur du mal. D'autres encore cherchent à le requalifier de façon pernicieuse en un antisionisme dont la portée réelle ne saurait tromper. La résurgence de l'antisémitisme dans un cadre politique démocratique n'est pas le propre de la France. La Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis sont également touchés. Le retour ou la réaffirmation des préjugés haineux en général et de l'antisémitisme en particulier est l'une des manifestations les plus saillantes de la crise que traverse nos démocraties aujourd'hui. Bon. Mais elle est, elle est journaliste, elle pose des questions. Et évidemment, si les journalistes ne peuvent même plus poser ce type de questions, ça va devenir des questions qu'elle pose, parce que là, on fait comme si personne n'avait compris. Elle est très claire. Elle dénonce ceux qui croient avoir le vote musulman en étant antisémites.
c'est pas du tout la même chose que de dire que les musulmans sont antisémites, vous comprenez? C'est pas du tout la même chose. Cette question, elle est totalement légitime. Et on lui fait un procès pour une question légitime.